Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Je reçois Dr Daniel Vézina, anesthésiste basé à Salt Lake City en Utah. Il s'agit de la deuxième présence de Daniel au balado La Santé au-delà des mots en quelques semaines. Daniel travaille en étroite collaboration avec le département des vétérans. Il joue également un rôle actif dans l'administration des services de santé. Daniel a accepté de partager son analyse de la nomination de Robert Kennedy Jr. par Donald Trump au poste de secrétaire à la santé. Selon lui, cette décision pourrait susciter des inquiétudes en raison des prises de position controversées de Kennedy sur certains sujets, mais Daniel demeure convaincu que l'impact réel de cette nomination pourrait être moins significatif qu'il n'y paraît. En effet, selon Daniel, la structure du gouvernement américain avec ses nombreux contre-pouvoirs et l'autonomie des agences limite l'influence d'une seule nomination sur la politique sanitaire du pays. Cette analyse porte une vision nuancée sur les défis à venir pour le système de santé américain. Une entrevue à ne pas manquer pour ceux qui s'intéressent aux coulisses de la politique. Bonne écoute. Daniel, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Deuxième entrevue. Je te remercie énormément. Deuxième entrevue en quelques semaines. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était avant les élections américaines. Et on avait parlé quand même un petit peu d'administration. Puis là, finalement, les élections, je ne sais pas si ça a surpris les gens dans ton environnement ou les gens s'attendaient à ce que Donald Trump soit élu. Non, les résultats ont été très surprenants. OK. Parce que si tu regardes la granularité des polls qui ont été faits avant les élections, c'était supposé d'être très proche. OK. 1 ou 2 points, 1 ou 2 pourcentages de différence. OK. Mais quand tu fais l'application des polls sur une large population, mais que tu l'appliques sur les lois des élections américaines, c'est pas exactement comme chez nous. Il y a une association avec le nombre de votes et le nombre de postes qui sont associés à ces votes-là qui te fait élire. Et puis, parce que ce système est en place, même avec une différence de 2 ou 3 points au bout du compte, Donald Trump a gagné avec beaucoup d'honneur. Une bonne avance. Écoute, ça va être... Avec une très bonne avance. Et puis, il y a un contrôle aussi du Sénat qui va être un problème pour gouverner pour les démocrates. Et le contrôle de la maison, ouais, c'est ça. de la Chambre. Et encore sur les républicains, c'était pour les républicains, je pense. Les républicains ont perdu un représentatif. Donc, c'était un petit peu plus serré. Et pour être capable de passer des lois, ils ne pourront pas perdre beaucoup de votes. On regarde entre 3 et 5 votes sur 470. Non, c'est ça. Écoute, ça va être... Ça va être très proche. Très proche. Écoute... Bref, lors de la première entrevue, on s'était parlé, puis là, tu travailles pour l'hôpital des vétérans, tu as également administré ton hôpital durant la pandémie, puis finalement, Robert Kennedy Jr. a été nommé à la tête, en anglais, Department of Health and Human Services, donc ça dit bien le département de la santé et des services humains, donc ça a pris un peu de
tout le monde par surprise. Puis là, on entend que Mehmet Oz va peut-être être en charge de Medicare. Là, donc, ça va être très intéressant. Donc, c'est dans ce contexte-là, compte tenu de ta connaissance du réseau, là, que tu as accepté donc, de me parler ce soir. Donc, avec la devise de Bobby Kennedy Jr. qui est de Make America Healthy Again. Donc, on va voir au cours des prochaines années. Donc, il n'y a peut-être pas juste du mauvais, mais il y a des choses qui inquiètent beaucoup l'opinion publique. Là. Je ne sais pas, de ton côté, toi, maintenant, es-tu inquiet ou tu te dis finalement ce sera peut-être pas si pire compte tenu de la grosseur de la machine? On dit souvent que... C'est une très, très bonne question. Je pense que pour être capable de répondre à cette question-là d'une façon raisonnablement intelligente, il faut parler de la façon dont ça fonctionne. C'est ça. Le gouvernement aux États-Unis et le gouvernement au Canada fonctionnent d'une façon assez similaire, mais il y a quand même des très, très grandes différences qui sont associées au fonctionnement. Donc, si on regarde sur le département de la santé et des services sociaux, qui est un département fédéral, c'est un système administratif extrêmement, extrêmement complexe. Le nombre de sous-administrateurs qui dirigent tous ces différents petits groupes est incroyable. On parle de 100 à 150 différents groupes et sous-groupes. Et à l'intérieur de chacun de ces groupes-là, il y a des centaines, ou dans certains cas, des milliers de personnes qui travaillent pour ce moment-là. Donc, le système est extrêmement complexe, mais il y a une raison pour ça. Les Américains font les organisations, le système, comme leur priorité. Alors, il y a un principe dans le gouvernement américain qui dit « système au-dessus des buts ». Donc, on devrait toujours bâtir un système indépendamment des buts que tu as. Tu peux déterminer des buts, mais si le système est là pour le supporter, tu es capable de changer tes buts et d'utiliser le même système. Donc, et puis ça, c'est un principe de guerre. C'est un principe de guerre américain. La majorité des départements ou des agences ou des ministères, ce qu'on appellerait les ministères chez nous, la majorité des ministères américains sont gérés d'une façon très orientée sur le système militaire. On a un groupe principal et puis après ça, on a des groupes de support et chacun de ces groupes de support-là ont des responsabilités qui sont communes. Donc, si un groupe est éliminé, le groupe qui a assez de connaissances communes avec ce groupe-là peut prendre la place et immédiatement continuer les opérations. Donc, il y a plusieurs niveaux de sûreté et de sécurité qui préviennent la destruction, si tu veux, de ces organisations. Donc, elles sont très bien construites. C'est des systèmes extrêmement complexes. Et la deuxième différence avec le système canadien, c'est que la majorité de ces agences-là, leur but, ce qu'il faut qu'ils fassent, ce qu'on appelle en anglais « deliverable ». So, les choses qu'ils doivent accomplir. Des livrables. Des livrables. Merci. Les livrables sont directement reliés aux lois, aux nouvelles lois qui sont votées par la Chambre et puis par le Sénat. Donc, la Chambre et le Sénat contrôlent extrêmement les budgets qui sont associés aux livrables. Et à cause de ça, les budgets sont associés à l'avance. Par exemple, on opère présentement dans le département des vétérans sur l'année fiscale 2025. On est encore en 2024, mais on est déjà dans 2025. Et le budget pour 2025 a déjà été approuvé en 2022. Donc, ces budgets-là sont approuvés à l'avance pour prévenir des situations extrêmes où, soudainement, il n'y a pas de loi et il n'y a pas de budget attaché à la mission du ministère. Donc, si tu prends ça en compte, le secrétaire de l'organisation, le secretary, puis c'est ce que Robert Kennedy Jr. Est nominé pour, c'est la position. C'est la personne qui
qui dirigent l'ensemble de l'organisation, ces personnes-là sont plutôt des personnes politiques et ne sont pas nécessairement des personnes qui ont autant de pouvoir qu'on pourrait en penser. OK. Parce que ce que la santé et les services sociaux en tant qu'agence va faire dans l'année qui s'en vient, ça a déjà été déterminé il y a 2 ans. OK. Les personnes sont en place et les budgets qui sont associés à ces tâches sont reliés aux tâches qui ont été votées il y a 2 ans, OK. pas les tâches maintenant. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle une zone d'impact, une zone de buffer, OK. qui va prévenir ces changements dramatiques basés sur une élection. OK. Donc, d'une façon générale et basée sur mon expérience personnelle au département des vétérans, je pense qu'il va être très improbable que s'il est accepté par le Congrès et il est voté par le Sénat comme la prochaine personne qui va diriger l'organisation, je pense que son impact, au moins à court terme, va être minimal. Non, il va y avoir beaucoup de Cirque du Soleil. Okay? L'administration de Donald Trump est basée sur la réalité télévision. Les télévisions. Hein? C'est ça qu'il fait. Il fait un gros show, il fait un gros spectacle. Les personnes qu'il a nommées pour les autres positions de secrétaire, la majorité sont complètement incompétentes pour faire le travail. Ces positions de secrétaire sont des positions administratives extrêmement complexes. Si tu veux faire le travail d'une façon appropriée, ça te prend des années et des années d'expérience pour comprendre les systèmes américains gouvernementaux complexes et les procédures de budget et comment faire changer les polices, la politique qui sont associées à ça. C'est extrêmement compliqué. Aucune de ces personnes-là, incluant Robert Kennedy Jr., a des capacités ou a les connaissances pour être capable de faire ça. Donc, il va y avoir beaucoup de fanfares, il va y avoir beaucoup de facteurs de choc et les gens vont être outragés, mais en réalité, son pouvoir réel pour changer et impacter la vie des gens va être limité. Il va être obligé de se concentrer sur certains éléments et naturellement, les vaccins. Exact. Et la principale chose sur laquelle il va se concentrer. Mais est-ce qu'il pourrait décider, mettons, de modifier complètement les recommandations sur la vaccination des enfants? Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'autorité de faire ça. OK. Il n'y a pas l'autorité unilatérale de faire ça parce qu'il y a des sous-comités qui sont associés au vaccin et sur ces sous-comités-là, il y a des experts. Et les experts font les recommandations. Donc, le secrétaire peut dire ce qu'il veut, le secrétaire peut avoir son opinion, mais la réalité, pour que l'organisation fonctionne, la réalité, c'est que c'est basé sur la science. Il y a des scientifiques qui vont prendre des décisions scientifiques. Et ces scientifiques, ces personnes de science, soudainement, nous ne vont pas changer leur opinion scientifique basée sur les évidences que nous avons en regard de la sécurité des vaccins. Les vaccins sont sécuritaires. Donc, il va y avoir beaucoup de fanfares, beaucoup de spectacles, mais je pense que l'impact dans la vie des gens va être limité. Et ça, c'est très réassurant pour moi. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca.
rempartneuro.ca. Mais est-ce qu'il pourrait décider de le congédier, licencier les membres des comités? S'il gouverne à la Donald Trump, est-ce que c'est... Encore une fois, la différence, c'est que Donald Trump, dans ses fantaisies, parce que Donald Trump opère d'une façon, dans un monde, dans une réalité alternative, dans une réalité de fantaisie. Il n'est pas sur Terre. Okay? Il vit dans sa réalité de télévision, de star de télévision, où il pouvait prendre n'importe qui et les mettre célèbres soudainement et les congédier. Mm-hmm. OK. Tu peux congédier les gens autour de toi que tu as nommés dans le cabinet. Hein? Alors, il pourrait congédier si Robert Kennedy Jr. est accepté, il a le pouvoir de le congédier. Mm-hmm. Mais Robert Kennedy Jr. n'a pas le pouvoir de congédier 45 000 scientifiques qui sont employés du gouvernement fédéral et protégés par des lois de travail extrêmement complexes. Ça te prend des bonnes raisons pour être capable de congédier ces gens-là. Et c'est un processus dans lequel il y a des mesures de recours et qui prend extrêmement de temps. Donc, ils n'ont pas un pouvoir unilatéral demain matin de décider, OK, ce sous-groupe-là, c'est 3000 scientifiques au CDC qui travaillent sur les vaccins, vous êtes tous congédiés. Ça n'arrive pas. Ça ne pourrait pas arriver. Okay. Ça ne peut pas arriver parce que même s'ils disent qu'ils vont le faire, légalement, ils vont être immédiatement bloqués. Okay. Parce que ces travailleurs-là sont des employés de l'État et il y a des règles et des lois qui protègent les employés de l'État contre ce genre de rétaliation. Okay. Donc, ces lois-là sont extrêmement complexes. Écoute, à l'hôpital des vétérans, on avait des personnes qui étaient des sous-performants. Et on avait un bon groupe de sous-performants. Et j'ai tenté de mon mieux de rediriger ces sous-performants dans des tâches qui étaient mais peut-être moins importantes ou qui ne mettaient pas la vie des patients en danger, so on and so forth. Et malgré des efforts absolument exceptionnels, je n'ai jamais été vraiment capable de déplacer des employés d'une façon significative parce que les éléments de protection sont trop... Au Québec, je pense que ces gens-là se font donner une promotion. C'est la façon de s'en débarrasser. C'est ça, on appelle ça « failing upward ». C'est le syndrome de Peters, je pense. De Kushner. Kushner, c'est ça. C'est ça. Alors tu sais, encore une fois, il y a beaucoup de fantaisie et il y a beaucoup de spectacles, mais les réalités sont très différentes et ces systèmes-là sont très compliqués. Une fois, dans un meeting qu'on avait eu, j'avais dit la seule façon d'être capable d'être congédié en tant qu'employé sous-performant ou vétéran, il faut que tu sois un abuseur d'enfants et aussi un meurtrier dans la même semaine. Mais si tu es 2 semaines à part, tu es correct. Ça me rassure. Ça t'explique un petit peu la complexité de ces processus. Mais ce que tu dis, finalement, c'est que Robert Kennedy, sa réelle influence, disons, là, s'il réussit vraiment à s'imprégner de ce rôle-là et qu'il le garde suffisamment longtemps, on pourrait la sentir presque en 2028, disons, là. Parce que ça prendrait au moins 3 à 4 ans pour être capable de voir des changements significatifs. OK. Et naturellement, il faut bien comprendre que pour être capable de changer les politiques, il faut que ce soit associé à des nouvelles lois. Il faut que tu changes les lois. OK. Hein? C'est comme ça que ça marche. Mm-hmm. Le Congrès vote pour des lois. Les lois disent, OK, c'est ça qu'on va faire. C'est ça que tu vas faire, puis c'est ça l'argent que je te donne pour être capable de faire ça. Donc, pour être capable de changer tout ça, il faut que tu aies des nouvelles lois. Ça veut dire que le Congrès, la Chambre et le Sénat doivent passer des nouvelles lois. Alors, à chaque session de Congrès et de Sénat, il y a quelque chose comme 250 lois qui sont présentées, puis au bout du compte, il y en a à peu près 5 à 8 qui
House Mhm. qui sont acceptés, qui deviennent des projets, qui vont d'un projet de loi à une loi actuelle. OK. Donc, il faudrait que tu changes des centaines de lois pour être capable de faire des changements majeurs. Des centaines de lois. Et si les changements sont si majeurs que ça va être extrêmement difficile de les passer dans les deux chambres, même s'ils ont la majorité, même si les républicains ont la majorité. Des 220 républicains qui sont dans la Chambre des communes actuellement, il y en a probablement une centaine qui sont extrêmes, qui font partie du groupe de MAGA, de Make America Great Again, qui sont des extrémistes. Il y en a probablement 120 qui sont du monde qui ont bien du bon sens, puis eux qui ont été votés dans leur position au Congrès par des gens qui travaillent pour ces agences gouvernementales-là aussi. Oui, c'est ça. Donc, ils ne vont pas voter pour nécessairement pour n'importe quoi, juste pour faire plaisir à Donald Trump. Donc, au bout du compte, la capacité de changer est vraiment, vraiment limitée, spécialement si ça vient en dehors des grandes normes. As-tu des idées ou des notions de politique qu'il voudrait instaurer qui auraient du sens? Parce que j'ai entendu notamment, il se questionnait sur l'ajout de fluor dans l'eau. Puis là, finalement, j'entendais qu'au niveau scientifique, c'est peut-être pas si fou que ça, là, parce qu'il y a des villes où trop de fluor dans l'eau, ça nuit au développement du cerveau. Parfois, il y a de la science un peu... c'est pas toujours si clair que ça. Moi, je prenais ça pour acquis, le fluor dans l'eau. Puis là, finalement, en écoutant, j'apprends qu'il y a des villes où il n'y en a pas. Il y a des villes où il y a déjà du fluor naturel dans l'eau. Si on en ajoute, c'est dangereux. Bien, est-ce que entends-tu parler d'autres politiques canadiens en tête qui sont finalement peut-être pas si mauvaises que ça, pour un réseau de santé ou pour la santé, ou c'est trop tôt encore? Je pense que c'est beaucoup trop tôt. La majorité de ces idées, quand il était un candidat à la présidence, il était un candidat indépendant à la présidence pour la moitié de la campagne. Puis après ça, il a arrêté sa candidature en échange d'une promesse par Trump d'avoir la santé des services. C'est ça. Donc, il a présenté plusieurs de ses idées et de ses politiques. Le fluor dans l'eau, c'en est une. Le fluor dans l'eau, il faut pas se faire de peur avec ça. La majorité des évidences scientifiques sur des périodes très longues démontrent que ça diminue. C'est assez favorable. Ça diminue les problèmes dentaires. 25%. Et puis, au bout du compte, si tu es dans un endroit où il y en a du fluor dans l'eau naturellement, il faut simplement que tu les gardes dans des conditions qui sont sécuritaires pour la population. Si tu en ajoutes, puis au bout du compte, ce que tu leur donnes, c'est trop, là, ça devient moins bon. Mais d'une façon générale, c'est une politique qui n'est pas tellement dispendieuse et qui présente beaucoup d'efficacité. Le problème, c'est que ça joue, le fluor dans l'eau, c'est une intervention gouvernementale, ça joue dans le psychisme américain relié à la peur que le gouvernement te contrôle constamment et que le gouvernement veut que tu ne succèdes pas dans la vie et que tout ce qui t'arrive dans ta vie qui est mauvais, c'est à cause du gouvernement. Tes enfants ne sont pas beaux à cause du gouvernement. Ta femme n'est pas intelligente à cause du gouvernement. C'est tout le temps la faute du gouvernement. Mais ça joue dans ce psychisme-là. Et Robert Kennedy Jr., unfortunately, de façon générale, si tu regardes sa carrière, au début des années 2000, il a fait des choses qui étaient actuellement probablement raisonnables. C'était un avocat qui a eu un bon entraînement, des bonnes écoles, et puis il a fait des efforts pour améliorer les conditions de l'environnement. Et ça, c'est très bien. Mais vers la fin des années 2000, des premières 10 ans de 2000, vers 2010, il y a eu des problèmes maritaux assez importants. Sa deuxième femme s'est suicidée. Pendant qu'il était en procédure de divorce. Il a été accusé d'avoir des dizaines et des dizaines d'affaires avec un paquet de femmes et des enfants illégitimes. Puis, il a comme tombé dans un élément mental différent. Son psychisme a changé durant ce temps-là.
Et puis, il est devenu une personne différente qui a embrassé les éléments extrêmes et les vaccins, le conspirationniste, les vaccins en étant une grosse. Et il n'a jamais démontré au cours des années une habileté à revoir les données sur lesquelles ses opinions sont basées et à écouter les scientifiques qui démontrent des éléments qui sont très contrariants. Alors, il a développé une personnalité publique basée sur ce groupe de personnes qui vivent dans cette réalité alternative et qui, écoutent Joe Rogan. Et, Joe va les asseoir pour 3 heures, puis ils vont parler d'affaires de folie pendant 3 heures. Et puis ça va juste amplifier l'élément du cirque et l'élément de spectacle associé à lui en tant qu'une personne, une personne de 70 ans qui la semaine passée, participait à sa femme courante, sa femme actuellement qui est une actrice. Elle faisait une promotion d'un produit de beauté dans sa chambre de bain, et puis il était en arrière d'elle, dans la douche, à moitié habillé, et puis c'était partout sur l'Internet. Alors, quel homme de 70 ans pense que c'est une bonne idée de faire ça, spécialement si tu veux être nominé et accepté pour diriger la santé et les services sociaux de 330 millions de personnes? Okay? Alors, l'histoire est claire. Ça n'a aucun bon sens. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Mais c'est effectivement, tu résumes bien sa carrière. Des histoires de dépendance à l'héroïne aussi, si je ne m'abuse, là, dans sa jeunesse, toute une vie. Puis... Toute une vie. Puis tu sais, écoute, la famille, il a déclaré sa candidature à la présidence, puis le lendemain, 9 personnes de sa famille ont fait une conférence de presse disant « Votez pas pour lui ». Oui, c'est ça. Alors, c'est un problème. Oui. Mais c'est alors, ça. Puis, mais ça va avec ça. Et Mehmet Oz est une situation identique. J'ai rencontré Mehmet Oz quand il était chirurgien cardiaque à New York, et puis qui était techniquement très raisonnable, mais qui avait une personnalité qui était un trouble de personnalité. Et puis, c'était pas assez pour lui de faire de la chirurgie. Il voulait une reconnaissance mondiale. Il a un complexe de Dieu. Il pense que tout ce qui lui vient à l'esprit est magique et il opère d'une façon différente que les autres. Et puis, il a un aura spécial. Et puis, à cause de ça, il est allé sur le show de télévision de Oprah. Et puis, ça a amené à lui à être en télévision. Puis, tu sais, quand tu es en télévision, c'est très enivrant. C'est très, très enivrant. Ces gens-là sont adulés par les personnes qui écoutent la télévision et puis sont adulés par les personnes autour d'eux parce qu'ils sont des instruments pour générer des revenus. Si tu as une émission de télévision, ta job principale, c'est de générer des revenus.
par les commanditaires. Donc, plus de personnes qui te regardent, plus de revenus tu génères, plus de controverses tu amènes sur la table, plus de revenus tu vas générer. Et puis là, ça vient hors de contrôle. Puis à un moment donné, il a commencé à faire de la promotion de thérapies alternatives qui n'avaient aucune basée scientifique, au point où le directeur général des soins hospitaliers à l'hôpital à New York, où il y avait toujours des soins hospitaliers, lui a retiré ses droits de pratique en disant, écoute, pas de bon sens. Il va falloir arrêter ça. Là. On ne veut pas avoir notre nom associé à ça. Donc, lui en charge de Medicare, qui est l'assurance maladie pour les personnes âgées, qui délivre la moitié de tous les soins de santé aux États-Unis, ça va être encore un désastre, potentiellement. Mais son pouvoir est extrêmement limité. C'est une situation très parallèle. Non, il va dire plein de choses et puis ça va être très spectaculaire et puis il va y avoir des conférences de presse et beaucoup de controverses. Mais la réalité, c'est que les médecins qui sont principalement sur le terrain, qui prennent soin des patients, ce qui sont intéressés, c'est qu'ils veulent avoir une augmentation des tarifs de Medicare qui est associée avec l'augmentation des coûts de la vie. Puis ça n'a pas été le cas dans les 5 à 6 dernières années. Donc, les patients sont que tu prends soin quand ils sont Medicare, tu prends une pénalité financière qui est assez importante. Donc, ça devient un problème. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque qu'un gars comme Kennedy ou Oz, là, sans changer la politique, simplement compte tenu de la notoriété, ça demeure un Kennedy, juste le fait de s'exprimer publiquement sur n'importe quelle chaîne, on peut penser à X ou qu'il nuise quand même un peu, donc sans réussir à faire changer la cédule vaccinale, mais s'il passe son temps à parler contre les vaccins, j'aurais tendance à penser que c'est quand même dangereux, je veux dire. Oui, parce que le citoyen, tu sais, c'est ça. Jean-Pierre, c'est un point qui est extrêmement, extrêmement bon. Ce que tu viens de dire, c'est la réalité. C'est exactement le danger ici. C'est pas sur le changement des polices, des politiques, c'est pas sur le changement de la façon dont les choses vont être faites. C'est sur le changement de l'opinion publique. Et puis, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est arrivé avec la première administration de Trump. Les scientifiques, comme le Dr. Fauci, qui avait 45 ans d'expérience dans les maladies infectieuses, qui était le représentant à la Maison-Blanche, il n'a jamais dit rien de folie en conférence de presse. Le problème, c'est que même s'il disait la vérité, même si ce qu'il recommandait était la bonne chose scientifiquement, Donald Trump arrivait et disait « Ah, c'est une folie, ça n'a pas d'importance, il faut utiliser du Windex. » Oui, c'est ça. Du Lestoil. Ou du Lestoil. Donc, le problème, c'est le changement et l'impact que ces gens-là ont sur l'opinion publique. Et c'est un danger, c'est un grand danger. Et c'est déjà présent. Par exemple, cet automne, on a eu des vaccins pour la grippe et des vaccins booster pour le COVID. Depuis les plusieurs dernières années, c'est l'année où on a eu moins de personnes qui ont pris le vaccin pour la grippe par beaucoup. Parce que ces gens-là ont influencé l'opinion publique. Même si ça va contre les données scientifiques, l'opinion publique va changer avec ça. Au bout du compte, ce qui va arriver, c'est que les gens vont être plus malades. Puis à un moment donné, ça va les mettre dans une situation mauvaise. Mais j'ai vu ça, COVID. On disait aux gens, mettez des masques. Les gens ne mettaient pas de masque. Ils nous arrivaient, ils étaient malades. Ils étaient très malades. Puis ils continuaient à dénier le fait que ça existait. C'est ça. Donc, l'impact que ces gens-là ont potentiellement vont avoir sur l'opinion publique et les effets à long terme sur la santé publique peut être très impressionnant. Malheureusement. Malheureusement pour eux, not malheureusement pour moi, parce que la science puis les gens qui ont du bon sens vont continuer de prendre leur vaccin. Donc, l'impact va être moins grand, mais
sur des populations. Il va y avoir des populations, particulièrement les groupes de population qui ne sont pas tellement éduqués et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ces gens-là vont être encore une fois à risque. Plus fragile. Plus fragiles. Et puis, ils vont avoir des effets négatifs qui vont être encore plus grands. J'avais entendu au cours des dernières semaines, là, je ne me rappelle pas quelle nomination, peut-être à la sécurité ou au renseignement, des candidats aussi un peu limite, là, comme tu disais tantôt, que dans ces grosses structures-là, quand on entrevoit d'avoir un secrétaire là, qui est non compétent ou qui n'est pas là, not fit for the job, comme on pourrait dire, qui a déjà comme une espèce de mécanisme de défense à l'intérieur même de l'organisation pour faire monter moins d'informations vers le haut. Est-ce que c'est quelque chose au... Oui, c'est ça. Oui, absolument. C'est comme intrinsèque au système. C'est comme un mécanisme de protection, à la limite, je dirais. C'est un mécanisme de protection parce que la majorité de ces tâches-là sont assignées à plus d'une personne. Mm-hmm. Donc, une personne peut le dire, mais l'autre personne ne peut pas le dire. Donc, avec ça, tu es capable de contrôler le flot de l'information, des upstream, mm-hmm. et puis de limiter l'impact et d'isoler ces personnes-là. Okay. Puis que ce soit pas nécessairement juste la tête, mais aussi parmi les organisations. Donc, tu es capable de continuer à opérer d'une façon effective ou relativement effective, malgré la présence de personnes qui sont incompétentes, malgré la présence de personnes qui peuvent être malfaisantes. Donc, le système est extrêmement bien construit. Comme j'ai dit au début, c'est tellement basé sur un système militaire pour protéger les différentes unités. Puis, malgré des pertes de compétences au bout du compte, le système continue d'avancer. Et ce que tu dis, c'est absolument vrai. Je l'ai vécu au département des vétérans. Depuis les 2 dernières années, je fais partie à l'Office du département des vétérans à l'Office central à Washington, D.C. Je suis un conseiller spécial pour le secrétaire. Donc, je reporte directement au secrétaire. Et puis, mon travail pour lui, le temps que je passe, c'est tout simplement de régler le problème qu'il m'assigne. Donc, je parle un lundi matin, puis il me dit, OK, Daniel, ça fait 3 semaines, j'ai entendu parler qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, à tel hôpital dans le système. Il y a 1400 hôpitaux des vétérans. Donc, ça fait pas mal de monde. Mm-hmm. On a eu des informations, mais l'information n'est pas claire. Tu as 3 semaines, donne-nous l'heure. Mm-hmm. Trouve une solution, dis-nous si c'est vraiment un problème, so on and so forth. Donc, il y a des mécanismes qui sont là, qui sont capables de continuer. Et puis, tu as tous ces gens-là en parallèle. Pour être capable d'avoir tout le monde sur ton influence devient extrêmement difficile. OK. Ça veut dire que tu ne pourrais pas imaginer aux États-Unis faire ce qu'on a au Québec actuellement. Inventer Santé Québec puis greffer ça, je veux dire, sur le système. Ça n'arrivera pas aux États-Unis. Là. C'est comme si la structure... malheureusement ou heureusement, on va le savoir dans la prochaine... Mais la structure est faite pour relativement immuable et supposée répondre à tous les besoins. C'est ce que je comprends. C'est supposé répondre aux besoins généraux, absolument. Okay. Et puis, à survivre les temps, à survivre les administrations différentes, à survivre les individus. Il n'y a pas un individu qui est important, qui est assez important que sa présence est essentielle pour que le système continue. Okay. Que tu sois là, que tu sois pas là. Si demain matin, je n'étais pas là, le système continuerait et il n'y aurait aucun problème. Le secrétaire, présentement, qui s'appelle Dennis McDonough, c'était le Chief of Staff du président Obama pour 4 ans, pour le 2e terme du président Obama. Okay. Et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec lui, parce que lui, il était très impliqué dans l'écriture des politiques associées à Obamacare. Mm-hmm. Donc, moi, on m'avait demandé d'aider pour des politiques de réadmission, pour l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. Mais lui, il a déjà mis tous ses papiers de retraite pour le 20 janvier, qui est la journée avant l'inauguration du président. Okay. Donc, ça va aussi terminer ma tenue à l'Office central pour l'hôpital des vétérans. Et Obamacare, pour nos auditeurs, dans le fond, ça, c'est venu rajouter une couche de protection pour quelques dizaines de millions d'Américains qui étaient pris un peu, là, ou ignorés, là, mais ça couvre pas tout le monde, ça. Là.
Ça ne couvre pas tout le monde, mais ça a augmenté l'accès aux soins pour des personnes qui n'auraient pas eu accès autrement dit. Okay. Principalement par une politique associée aux employeurs. Okay. Donc, les employeurs sont obligés de payer et d'offrir des plans d'assurance santé, au moins un plan d'assurance santé minimal pour un coût minimum. Okay. Un coût qui peut être très raisonnable, principalement si tu es jeune et tu n'es pas très malade ou tu n'es pas malade pantoute. Tu peux avoir une protection contre des événements catastrophiques pour beaucoup moins d'argent. Puis ça peut aider les familles qui n'ont pas beaucoup d'argent ou pas assez d'argent, qui sont sous le seuil de la pauvreté. Donc, les politiques qui étaient associées à Obamacare étaient excellentes et puis ont augmenté d'une façon significative l'accès à un certain niveau de soins et services de santé pour une portion assez grande de la population qui n'en avait pas avant ça. Mais Obamacare ne pourrait pas être disparaître, là. Parce que Trump en a parlé pendant 4 ans. Ouais. Depuis la journée après que ça a été voté, ils ont commencé des efforts. Ça, c'est en 2012. Okay? On est en 2024. Ça fait 12 ans. Il y a eu plus de 150 tentatives en Congrès avec des nouvelles lois. Parce que si tu veux changer Obamacare, ça te prend une nouvelle loi. Mm-hmm. Parce que tout est basé sur la loi. Parce que les budgets sont associés à la loi. Mm-hmm. Donc, il y a 150 tentatives sur les 12 dernières années. Ça n'a jamais succédé. Donc, encore une fois, le gros bon sens au bout du compte et, va souvent gagner la bataille. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. On s'entend que si ce n'était pas un Kennedy, on n'aurait pas ce problème-là. Ou entre guillemets, ce scénario-là d'un individu si connu, si controversé. Lui-même n'est pas très connu dans la grande population générale. Il est connu dans les mondes alternatifs. Oui. Mais dans la grande population en général, il n'est pas tellement bien connu. Mais le nom est reconnaissable. Très c'est ça. Il est le fils d'un vice-président qui a été assassiné, puis son oncle a été assassiné. Donc, le nom Kennedy a une résonance assez grande dans la population américaine. Les Kennedy, comme la famille, c'est la famille royale américaine. Exact. Donc, il y a un nom de reconnaissance. Mais comme dans toute grande famille, il y a toujours une personne ou plus qu'une personne, qui, à un moment donné dans leur vie, prennent un détour ou un tournant à gauche ou à droite qui est un petit peu plus aigu. Et puis, je pense que c'est son problème. C'est bien dit. Serais-tu d'accord, Daniel, avec l'affirmation que les États-Unis ont le système de santé le plus coûteux avec les pires indicateurs de santé des pays industrialisés, disons? Absolument, sans aucun doute. Sans aucun doute. 13 500 $ américains par personne en moyenne. C'est ça. 4,5 trillions. C'est tellement gros. C'est énorme. Le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut du pays est 20 trillions. C'est 25 %. C'est le part du produit intérieur brut qui est relié à la santé.
reliés aux soins de la santé. Mm. Donc, c'est un business extraordinairement large. Et c'est pour ça que ça coûte tellement cher. Et au bout du compte, les résultats ne sont pas tout le temps exceptionnels parce que les soins de santé qui sont très, très bons sont souvent limités à une population qui est assez limitée. La majorité n'aura pas nécessairement accès à une grande qualité des soins de santé. Mais je pense qu'il y a d'autres enjeux, là, comme par exemple, je vais prendre juste l'obésité. Là, donc, c'est un indicateur ou un marqueur de santé, mais c'est pas nécessairement un reflet de la qualité des soins de santé. Je veux dire, le système de santé prend en charge une population de plus en plus obèse, avec là, plus de diabète, plus de cirrhose. Oui. La cirrhose, tu dois savoir que la cirrhose de type NASH, donc non alcoolique, est en voie de dépasser la cirrhose alcoolique là, en raison de l'obésité. Donc, tu sais, c'est pas seulement le résultat. Je pense que c'est pas juste les soins. Il y a le fait que les gens sont pas couverts, mais il y a des enjeux qui dépassent la santé. Là, ça part de l'éducation, moi, je pense, à l'école primaire. Ça part de l'éducation. Et les la littératie en santé, puis tout ça. Là, ce que j'essayais d'exprimer, c'est que c'est pas nécessairement la délivrance ou l'exécution des soins aigus qui est pas tellement bon. C'est les directions générales des soins. Plutôt que de passer beaucoup de temps sur la prévention, les organismes médicaux, les organismes ou les associations médicales devraient passer beaucoup plus de temps sur les éléments de prévention. Hein? Manger plus de légumes et so on and so forth. Mais c'est comme l'American Heart Association, l'American College of Cardiology, quand tu lis les recommandations associées aux activités de la vie, ils ne se commettent pas tellement très fort sur, manger plus de légumes et manger moins de viande rouge. Là, ils sont tout le temps un petit peu, sur le bord de ça, peut-être, on ne sait pas trop. Quand les évidences scientifiques sont très claires que manger de la viande rouge, c'est pas aussi bon que manger des légumes. Mais à cause des pressions politiques et à cause des organisations qui leur donnent beaucoup d'argent, ils ont des intérêts politiques pour pas tellement diriger les soins aigus sur la prévention. On veut diriger les soins sur deux choses. Sur une procédure ou des médicaments que je vais être obligé de te donner pour une très longue période de temps. Donc, c'est ça que les organisations médicales sont souvent concentrées. Et c'est très bon à faire ça. On peut faire beaucoup d'interventions, mais est-ce que c'est la bonne chose pour les patients? Probablement pas. Probablement pas. Combien d'Américains n'ont aucune couverture d'assurance santé? J'ai 20 millions en tête. Est-ce que... Ouais, probablement. Il y a probablement un chiffre autour de 20 millions. Et puis, c'est probablement basé sur des données incomplètes. Fait que, habituellement, quand ils font des données comme ça, là, tu peux doubler le nombre en réalité. Okay. Fait que c'est probablement quelque chose autour plus de 30 à 40 millions. Quand même. Toi, dans ton travail au quotidien, quand tu es le patient que tu vois, là, es-tu au courant de leur statut? Mettons, traites-tu des patients non assurés ou quand ça arrive à toi, tu te casses. Est-ce que, entre guillemets, tu dois te casser la tête à savoir ce patient-là est-il assuré, pas assuré, ou c'est déjà réglé, disons, là? Non, les administrateurs, le plus possible, essaient de séparer la délivrance des soins cliniques et puis les éléments de la finance. Okay. Donc, je n'ai pas aucune idée quand le patient arrive à moi sur une référence ou un patient que je dois prendre soin. Je ne sais pas s'il est capable de payer ou pas. OK. Donc, mais l'hôpital, si l'hôpital accepte le transfert, ils se sont occupés de faire des vérifications qui vont se faire payer à un moment donné. OK. Mais si un patient aux États-Unis non assuré se présente dans un hôpital, il ne sera pas traité, ou tu m'avais dit l'autre fois, il va être traité, il va recevoir une facture, il va faire faillite, puis... C'est ça. Il va être traité pour des éléments qui sont vie ou de mort. OK.
Et puis, après ça, s'il n'y a pas d'assurance, l'hôpital va faire une demande d'assurance Medicaid. OK. So, Medicaid, c'est un programme qui est parallèle à Medicare, qui est l'équivalent de Medicare, mais pour des personnes qui ont moins de 65 ans et qui n'ont pas assez d'argent pour payer. Donc, ils vont faire une demande spéciale pour que les soins spécifiques associés à cet épisode de care, cet épisode de soins, vont être partiellement remboursés par Medicaid. OK. Donc, c'est ça qu'ils vont faire. Donc, et puis, okay. Donc, ils vont probablement avoir 15% de ce qu'ils vont charger. Et puis, le reste, le 85%, va revenir à la responsabilité du patient. Puis le patient ne sera jamais dans aucune situation pour être capable de rembourser ça. Donc, ils vont faire une faillite médicale. Et puis, ça va affecter leur crédit pendant les 7 prochaines années. Et puis, ça va détruire leur vie. Jusqu'à ce qu'ils retombent malades. Pardon? Jusqu'à ce qu'ils retombent malades. Jusqu'à ce qu'ils retombent malades, exactement. Ouais. Tu m'avais dit, lors du premier balado, il y a quelques semaines, là, on se rappellera, on remonte en 2020, donc quand Biden a été élu, tu avais vu un changement dans la gestion de la pandémie. Toi, tu dis que tu l'avais vécu, là. Donc, est-ce que quand même, au niveau du fonctionnement, le 20 janvier 2025, tu t'attends à quelque chose, là, un changement ou c'est business as usual? Ouais, ça va être business as usual. Le changement va être sur la rhétorique publique. Le changement va être sur l'impact sur des réseaux sociaux. OK, c'est ça. Sur ce qu'il va dire, sur ce que la presse va rapporter. Mm-hmm. Et ça va être extrême. Il va vouloir changer et le système en 2 jours. Et puis, il va avoir les pouvoirs d'un roi. Et puis, ça va être un spectacle. Ça va être un cirque. Mm-hmm. Mais les gens vont se présenter à l'hôpital la journée d'après, puis ça ne changera rien. Puis la journée d'après, il n'y aura pas de changement. Donc, le day-to-day operation, les opérations d'un jour à l'autre, le fonctionnement journalier ne changera pas. La rhétorique publique sur le réseau X et sur CNN et sur Fox, la majorité des gens qu'il a nommés sur son cabinet, c'est des commentateurs sur Fox News. C'est complètement ridicule. Aucune de ces personnes-là sont qualifiées pour faire ce travail. Et en plus de ça, pas seulement ne sont pas qualifiés pour faire le travail, ces gens-là ont des bagages publics extraordinaires, des bagages très mauvais, des abuseurs sexuels, des gens qui ont des réputations absolument horribles. Et puis ça, c'est des gens qui veulent sur son équipe. C'est pour le spectacle. C'est pour l'effet spectacle. La télévision réalité. Les 4 prochaines années, il va changer la Maison-Blanche dans une télévision de réalité. Et puis, ça va être une porte tournante constamment parce qu'il peut changer ses secrétaires. C'est ça. De façon... Ben, ça me faisait genre de voir parce qu'il y a plusieurs grosses têtes là, qui vont se retrouver autour de la table là, à l'occasion. J'ai hâte de voir toute cette ribambelle là, de personnages. Ça va être la folie totale. Elon Musk est un mégalomaniaque. Il a un problème de personnalité très profond et il est très riche. Donc, c'est une combinaison qui sont pas tellement bonnes. Et puis, en tant que gestionnaire, c'est probablement un des pires gestionnaires de compagnie que tu peux avoir. Donc, mettre cette personne en charge de cette nouvelle agence d'efficacité gouvernementale, ce n'est pas une agence. L'agence d'efficacité gouvernementale, ce n'est pas une agence comme... C'est pas un département. Ils peuvent appeler ça un département s'ils veulent, mais ce n'est pas un département. La seule façon d'avoir un nouveau département, un nouveau ministère, c'est d'avoir une nouvelle loi qui passe le Congrès, qui dit on a un nouveau ministère de X, Y ou Z, avec l'argent associé à ça. Donc, tout ce que ces gars-là, Elon Musk et Vivek, son nouveau grand ami, qui était ennemi pour des années, maintenant c'est des grands amis du monde. Ramachwamy, oui.
Ouais. La seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être comme un petit comité de recommandation. Ces gens-là n'ont aucun pouvoir, c'est ce que tu dis. Aucun pouvoir. Okay. Absolument aucun pouvoir. Mais ils ont un désir d'attention générale qui est infini. Donc, ils vont être constamment à la télévision, constamment dans les réseaux sociaux, et ils vont dire des choses qui n'ont aucun bon sens. Et ça va créer de la controverse et de la tension. Donc, je comprends finalement que tu n'es pas trop inquiet par la nomination de Kennedy Jr. À la santé. Je ne suis pas très inquiet parce que je sais que le système va surpasser les buts. Mm-hmm. Et même si ces buts sont divergents du sens commun et de la santé publique en général, je pense que le système va être plus fort. Va être plus fort. Ben écoute, on va prendre ça comme conclusion, puis je vais attendre. On va se donner un petit période d'observation, puis on verra. Écoute, Daniel, je te remercie, mais on va quand même... tu as le loisir de la baguette magique quand même une deuxième fois. Donc, on s'est parlé il y a quelques semaines, donc... je te laisse changer une chose aujourd'hui dans ton réseau de santé. Là. Peut-être que tu peux prendre un modèle Kennedy, mais sinon tu peux prendre un modèle plus rationnel. Je pense que d'une façon plus granulaire, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de ressources qui seraient dirigées vers la prévention des maladies. Okay. Je suis un grand... supporter de la prévention des maladies. Je suis un végétalien moi-même pour les 25 dernières années. Je supporte l'activité physique à tous les jours et l'optimisation des marqueurs métaboliques sanguins. Okay. Je pense que de faire de l'exercice, de manger des légumes, de limiter le stress et de vivre une bonne vie, c'est ça qui est le secret, pas seulement le secret à réduire les coûts puis à améliorer les résultats de la santé, mais aussi à améliorer ta vie personnelle. Okay. Donc, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de ressources sur les changements profonds des habitudes de vie. OK, excellent. Puis en termes de rencontres, là, si tu pouvais faire une rencontre... en fait, actuellement, là, j'aimerais bien être une petite mouche sur le mur ou un papillon dans la Maison-Blanche. Okay. Le 22 janvier, quand ils vont avoir leur premier meeting du cabinet avec tous ces gens-là. Et Donald Trump assis au bout de la table. Juste être assis sur le mur d'en arrière, juste pour écouter. Juste pour écouter. Juste pour regarder. Parce que c'est un moment unique. Historique dans notre civilisation. Et j'aimerais ça juste pour le voir, juste pour écouter, juste pour entendre. Et regarder les interactions humaines entre toutes ces personnes-là. Je pense qu'il y aurait du matériel pour des années d'une série télévisée. Ben, c'est certain qu'on va certainement avoir quelques films, c'est sûr. Écoute, Daniel, donc on va te souhaiter d'être à la Maison-Blanche début janvier, mais avec ce que tu dis, c'est peu probable. Puis c'est très peu probable. Je te remercie énormément, écoute, pour ta générosité là, de prendre le temps la semaine. Puis écoute, on va suivre la politique américaine, la santé, puis on aura certainement l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Jean-Pierre, ça me fait grand plaisir. À la prochaine. Merci. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.